Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute la Super NES, ses jeux mythiques, ses couleurs chatoyantes et surtout son fameux mode 7. Cela tombe bien d'ailleurs car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un autre aspect technique de cette console, beaucoup moins connu mais pas forcément plus glorieux. Car si la 16 bits de Nintendo est restée dans les mémoires notamment grâce à ses effets spectaculaires et ses innovations techniques, qui la placèrent au-dessus de ses concurrentes, un choix de processeur central faillit lui être préjudiciable dans cette bataille, notamment contre sa plus sérieuse rivale, la Mega Drive de Sega. Lors de sa conception, la SNES fut d'abord pensée pour être rétrocompatible avec les jeux NES, la précédente console de Nintendo. Dans cette optique, ces ingénieurs firent le choix de la doter d'un CPU 16 bits compatible avec le processeur central 8 bits de la NES. Mais en raison de difficultés techniques, comme la compatibilité sonore, le projet accumula beaucoup de retard et cette idée fut finalement abandonnée afin que les délais soient respectés. La Mega Drive de Sega, sortie 2 ans plus tôt, avait alors pris une sérieuse avance sur le marché des 16 bits, et les ingénieurs de Nintendo furent donc priés d'accélérer la cadence. Le choix du processeur central fut entériné par défaut. La SNES se retrouva ainsi pourvue d'un CPU cadencé à 3,58 MHz, une vitesse digne des machines 8 bits de la précédente génération. Étant souvent amené à gérer des calculs complexes, tout en prenant en charge les deux coprocesseurs graphiques, ce processeur central afficha rapidement ses limites. Parmi les genres présents sur la SNES, le shoot'em up fut de loin celui qui en pâtit le plus. On peut observer, ici dans Axelet, que malgré le peu d'ennemis à l'écran, la complexité des effets graphiques suffit déjà à créer des ralentissements. Le même sort fut réservé à l'adaptation de R-Type, qui, malgré ses graphismes réussis, souffre également de problèmes similaires comme ici, dans la gestion des sprites. Quelques rares titres comme Super à l'Est parvinrent néanmoins à tirer leur épingle du jeu et à s'affranchir de la faiblesse du processeur central. Mais cet exemple ne suffit pas à faire oublier ses carences techniques, et le shoot'em up fut de ce fait moins présent sur SNES que sur d'autres machines, telles que la PC Engine ou la Mega Drive. Devant ces contraintes liées à son CPU, la plupart des développeurs de jeux firent le choix de revoir leurs ambitions à la baisse. Ce choix se traduisit principalement par une diminution de la vitesse d'affichage ou une réduction du nombre de sprites. Le mode 2 joueurs fut même parfois abandonné, comme ici dans Final Fight. Autre grand succès en arcade, Street Fighter II a souffert lui aussi de quelques ralentissements lors de son portage sur SNES. Un an plus tard, Capcom allait néanmoins rectifier le tir avec le bien nommé Street Fighter II Turbo. Cette version améliorée marquait alors une évolution dans l'exploitation de la SNES et une meilleure appréhension des contraintes liées à son CPU. Ainsi, malgré ce processeur central peu performant, la 16 bits de Nintendo parvint à tenir son rang. Les effets spectaculaires générés par ses coprocesseurs, graphiques et sonores, firent forte impression et sont devenus depuis sa principale marque de fabrique. Grâce à un système de puces inclus directement dans la cartouche, sa puissance de calcul fut améliorée et des innovations techniques comme la 3D lui assurèrent une durée de vie conséquente. La SNES reste encore aujourd'hui la console préférée de nombreux joueurs, mais imaginez un instant que ces ingénieurs aient fait le choix de lui inclure un processeur central 1632 bits comme le 68000 de la Mega Drive et vous comprendrez que l'histoire aurait été à coup sûr bien différente.